endroit est vraiment un endroit aussi symbolique parce que entre la maison de l'agriculture et puis la maison de quartier sur la même pièce, vraiment comme s'il était le symbole du passage pour moi de l'agriculture à la culture. Tu vois. En même temps, il y a pourtant l'impression d'avoir pris la suite de mon père, tu vois, parce que à la maison de l'agriculture aujourd'hui, est-ce qu'on reste encore de paysans? Au Métavie, qu'on leur reste un peu moins qu'avant. Et pourtant, moi, j'ai l'impression d'être un paysan dans l'âme, c'est-à-dire de quelqu'un qui a un sens du rapport à la terre, au monde qui m'entoure, à être dans une globalité. Quand on s'est arrêté hier voir un paysan qui est de mon âge à peu près, Dédé Davy à Aubigny, il me disait à quel point le sentait un des derniers, même avec ses 80 hectares de terre, à travailler à l'ancienne, avec l'envie et la capacité de s'arrêter pour parler avec son copain au champ, d'avoir le sens de la convivialité. Le paysan industriel d'aujourd'hui, il ne suit pas sûr que la Bérette le temps. Tu les vois sur tracteur, on n'a pas Bérette qui souriant, le paysan. Et ça, on me fait mal au cœur. Quoi. On me mâche vraiment physiquement. Quoi. Moi, on me semble qu'il ait pris la suite de mon père. En faisant d'une autre manière, il cultive ma terre, moi aussi. Il cultive ma terre, il cultive d'une manière d'être aussi. Et ça, peut-être aussi qu'il cherche, moi, là-dedans. Une manière d'être au monde. Quoi. Tout le monde lui demande de l'emmener, de le porter. Il ne peut plus marcher. Alors là, le prend sur ses épaules. Et puis que le marche, puis qu'on est lourd. Tu sais que traverser une ville avec nos bêtes, est une première. Hein. Ça, ici, c'est la tête de Delco de la Vendée, hein, c'est l'endroit de la distribution. C'est l'endroit, Napoléon dit qu'il a fait cette ville pour la ville des Lumières, dernier endroit de l'utopie des Lumières. Là. D'abord l'homme au centre, avec cette idée de la connaissance qui va sauver le monde. Sous le poids de la les Lumières. Bah, donc nous, on passe par là avant d'aller nous éclairer l'intérieur. Je suis chez vous de Vendée. Et vous, ça pas mal. Je m'arrête sous le poids de la mer. Plus je marchais, plus il me semblait que je mourrais sous le poids de la mer. Oh lourde, oh lourde, oh lourde, oh lourde peine. Oh lourde, oh lourde, oh lourde, oh lourde peine. Tu marches dans une vie. Qu'est-ce que tu portes comme héritage? Du côté de ma mère, mon grand-père parlait patois. Mais en fait, moi, j'ai toujours pensé et considéré que c'était ingrat de parler patois. Parce que l'image, en fait, qui était véhiculée, c'est que parler patois, c'était être un sous-homme ou un rien. Quelqu'un qui n'avait pas eu accès à la culture. C'était vraiment l'image, en fait, que j'avais de mon grand-père. Qui était un homme frustre Ouais, un homme frustre, le quart-monde, la misère, rien, pas grand-chose. Ma mère, elle a 10 frères et sœurs et c'était dur, sans doute, mais à la fois, pour moi, j'étais convaincue que le patois, c'était pas une langue, c'était en fait un langage qui avait été inventé pour ceux qui n'avaient pas accès au français. Si on veut garder l'historique d'un pays, on garde la patois. Mais aujourd'hui, après, il y a comme le journal, lui, il construit du patois, lui, à sa façon. Nous, le patois, chez nous, la génération d'après nous, je pense qu'ils l'oublient. Ou du moins, ils font pas pareil. Comme ça. Les oreilles. Ah, sur les oreilles. Ouais, il veut Et vous couchez pas sur route, si vous couchez sur route? On dépend. De moments, ils sont en camping. De moments, ils envoient notre matériel. Les gens de nos âges, ils comprennent tous. Mais ceux de 40 ans ne comprennent pas. Nous, on est de l'est de la Vendée, on parle un peu trop vite. Alors, en parlant vite, ça écourte les mots.
plus en plus, les gens parlent bien. Et puis nous, on n'a pas su parler bien quand on était jeunes, parce que nos parents ne parlaient pas bien. Et puis on l'a cultivé, ça. Et puis maintenant, ben, on fait avec. La génération d'après nous a pas mieux que nous. Avec notre héritage. De se débarrasser de ce Mon qu'on surnom ce qu'on en nous 76 était Oberlin. nous a été pris sans Parce qu'il y en a un tubide Oberlin. 37 était bon aussi. Ah ben bon, tu sais. Mais là, on est gelé à 100%. De l'Oberlin à midi, alors là, tu vois. Et de 2015. Allez là. À la frère. et on marche sur nos pères. Désormais, le facteur sous le vélo. Allez, route. Bon voyage, les gars. Et on marche vers soi. Et on marche. Juste pour se retrouver. Juste pour aller au cœur de soi. Et on marche. Christian et Marie-Hélène, ils sont pas là? Bon, tu vois, on peut pas se faire payer un café à chaque trou, hein. Que je mourrai Spécial ici, c'est... sur le poids de la Hein? Oh non, ben non. Oh là. On boira plus de rosé en arrivant. il me semble que je mourrai sous le poids de la baie. Dans la journée dîner, ils vont rencontrer d'abord Robert, à la sortie de Château Fromage quand même. Belle rencontre, belle... Ouais, c'était un beau moment à boire de l'eau Berlin, à parler de la paysannerie aussi, à parler de paysans, tu vois. Mais, avec son fils, avec ses 75 hectares. Tu vois, c'était un beau moment, belle rencontre. Manger en plus dans sa grange qui sert plus à rien, qui est même plus une grange de monde, qui est devenue une grange de... Ouais, juste pour les acris, pour le drigaille, qui sert plus à rien. Et puis ces belles bêtes, ces partenaises, tout un symbole, nous qui partons à Pougne, en Gâtine, patrie de la partenaise, ils mangeons chez un gars qui est affide aux partenaises, même président de la partenaise. Puis après, rencontrons aussi, un petit peu plus loin, un autre cas de figure, c'est l'agriculteur en bio, arrivé de Bretagne, avec une idée extrêmement claire de son métier, extrêmement claire d'au bout dur à faire son métier de paysan. Parce que lui, en bio, amoureux du beau, développant le beau, et finalement se reflétant aussi dans le beau que le produit. Et il pense qu'on a quelque chose de même aussi qui se fait. On se reflète aussi dans l'affaire qu'on fait dans une vie. Et quand ce qu'on fait est absolument épourable, comme ce que le racontait lui dans son travail avec dans le porcherie industriel en Bretagne avant de venir là, il pense qu'on se construit aussi avec ce qu'on fabrique, parce qu'on est une image de nous-mêmes. Ça a été un assez beau moment. Tu sais, on dit que le hasard est la loi qui marche incognito. Ouais, donc ils pensent que oui. Ils rencontreront sans doute dans Chaud Voyage tout un tas d'affaires qui allont être de facettes de Chaud Voyage, qui allont être de morceaux éclatés d'un même voyage. À la fin, on fera sans doute une espèce d'être, tu vois, une espèce de globalité. On ne sait pas pourquoi qu'on se passe là, mais c'est sûr qu'on a une raison. Allez, ouais, bien ça. On participe du même troupeau maintenant. Et Isabelle, on la laisse? Isabelle, elle n'est pas du même troupeau. Non. Elle a l'œil de Moscou. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes. Comment me fait plaisir de me trouver dans une grange. Un soulat de belles bêtes. Et ça, hein? Avant, les bêtes, d'abord, elles étaient sur les urailles. Au mi-temps, on lavait le foin, puis la paille. Assure, le soulat de bête est au mi-temps. Vous savez qu'ils sont partis pour faire une espèce de grande vironnée pour aller traverser un pays qui finalement qui connaît pas. Il a envie de comprendre ce qui se passe dans ce pays-là. Quand il s'est parti loin, en Afrique ou aller voir San Francisco, en allant sur le pouce pour aller voir la Maison Bleue, il avait l'impression que quand il était à côté, sur un baobab, en train d'écrire mon premier rock en patois vendéen, il avait l'impression finalement de voir mon pays de haut. Il avait l'impression de voir comme s'il était
des rails de mon chariot de loin, comme si vous avez vu de haut, comme s'il avait été capable tout d'un coup de voir ce qu'il avait envie de faire quand il reviendrait. Comme si tout d'un coup, le monde d'Avour qui y était venu, Avour qui avait naissu, avait de la valeur. S'il était resté là, il ne vous aurait pas vu. Il crée qu'il faut toujours partir un petit pour pouvoir se regarder de loin et voir ce qu'on aille. Alors c'est pour ça qu'il recommençait à partir sur les routes, partir à la rencontre de ma langue maternelle. Donc on me donne l'occasion de la pratiquer, parce que même si vous ne comprenez pas tantôt, eh ben, on me permet en tout cas de parler. Il y a plein de pays à identité forte, et on peut dire que la Vendée, Astur, a une identité forte. Elle a eu longtemps une identité qui était un peu rabousinée, celui-là. Elle vivait dans la misère du grand drame de 93, avec une espèce de chose qui était comme ça. Et bien sûr, être vendéen, on peut dire, même à Nantes, on peut dire, ici vendéen. Vous savez, l'histoire de la langue française est quand même une histoire extraordinaire. On a fallu que, avant le XVIe siècle, on n'avait pas de langue française. On avait l'embryon d'une langue vernaculaire, mais qui ne remplaçait pas le latin. Il n'y avait que le latin qui était parlé. C'était la langue de Zélite, la seule langue qui était capable de tout dire. À partir du XVIe, on fait une importation massive de données à partir du grec, pour arriver à faire que le français puisse commencer à dire tout. Et le XVIe siècle, formidable. Rabelais, Dubellay, tout d'un coup, l'importation massive de données. À partir du XVIIe siècle, on est le nettoyage de la langue française avec Malherbe, Richelieu, l'Académie française. On enlève 50 000 mots en français pour arriver à faire que le français, c'est la langue la plus pure, une langue purifiée. Et ça, c'est très important d'avoir une langue purifiée, parce qu'à la fin du XVIIe, était la langue de toutes les cours d'Europe, de toute la diplomatie mondiale. Une langue enviée par tout le monde, parce qu'elle n'avait pas les scories du peuple. D'ailleurs, Rivarol, à la veille de la Révolution française, dit « Le cas du français, en France, les patois sont confinés aux provinces, ce qui les met loin de pouvoir abîmer et souiller la belle langue française. » À la veille de la Révolution française, le roi s'en fiche que le monde parlant le français est réservé à l'élite. Il n'y a que 2 millions de Français qui parlent la langue. Et pourtant, elle va devenir la langue de révolutionnaire. Cette langue d'aristocratie, par une espèce de chose extraordinaire, devient la langue majeure de la Révolution pour arriver à éduquer le peuple à la philosophie des Lumières. C'est quand même un drôle de truc. Et quand le peuple français va commencer à parler français, c'est-à-dire après 14-18, quoi, grosso modo, on a mis du temps quand même après à se mettre, eh ben, la langue française est dépassée par l'anglais pour devenir la langue mondiale. On est quand même ballot.